En 2017, les oiseaux de Twitter se mettent à chanter très fort. Ils ont tous le même message, #MeToo. En 5 lettres, ce hashtag dit « On en a marre de se taire, vous allez écouter nos témoignages d'agression sexuelle et de viol ». Mais la colère était trop grande pour rester sur une seule plateforme. La parole devait circuler partout. C'est ce qui s'est passé, sur les plateaux de télévision, dans les chansons et dans les écoles. La parole s'est tellement libérée qu'elle s'est aussi libérée dans les commissariats de police. Il faut savoir que le viol en France est un crime. Les plaintes ont alors augmenté et la justice a dû s'adapter. Nous avons rencontré fin janvier la réalisatrice du film Viol, défi de justice au FIPADOC. C'est le festival international du documentaire à Biarritz. Elle nous a aidés à y voir plus clair sur comment la justice française s'est adaptée après MeToo. Alors, moi, je suis Marie Bonomé, je suis réalisatrice de documentaires de société principalement. Je travaille essentiellement pour France Télévisions pour l'émission Infrarouge, émission de documentaire. Et donc, je suis ici au FIPADOC parce que le documentaire que j'ai réalisé, qui s'appelle Viol, défi de justice, a été sélectionné dans la catégorie documentaire national. Et voilà, il s'agit d'un documentaire qui est une immersion dans un procès pour viol à la Cour criminelle de Nantes. L'idée initiale, c'était de réfléchir à ce que MeToo avait pu changer dans la société. Et il y avait un double constat d'entrée, c'était une libération de la parole avec une augmentation des plaintes significative. Je crois que quand j'ai commencé à travailler sur ce film, il y avait presque déjà le nombre de plaintes avait doublé. Et de l'autre côté, l'institution judiciaire qui était assez critiquée sur le faible nombre de condamnations, puisque on estime à peu près qu'il y a moins de 10% des plaintes pour viol qui aboutissent à une condamnation criminelle. Donc c'est quand même très peu, il y a un écart important entre les deux, ce qui provoque une incompréhension évidemment parmi les victimes, ou en tout cas les plaignantes, puisqu'il s'agit principalement de femmes. Et donc il y a un écart qui s'est creusé entre les plaignantes et l'institution judiciaire, vraiment sur la question du traitement des affaires des dossiers de viol. Et c'était pour comprendre cet écart, pour essayer d'analyser ça et de le comprendre, que je me suis dit que le meilleur moyen, c'était de filmer un procès de l'intérieur et du point de vue de la justice. J'ai demandé au ministère de la Justice l'autorisation de filmer un procès pour viol, en se plaçant du point de vue de la justice et d'essayer de voir comment les magistrats allaient dépasser le parole contre parole, dépasser l'absence de témoins, de preuves matérielles pour se forger une intime conviction. Marie Bonomé décide de filmer le procès de Sarah, victime de viol lors d'une soirée entre amis. Marie obtient l'accord du ministère de la Justice au bout d'1 mois et demi seulement. Le décret en vigueur depuis début avril 2022, qui autorise les audiences filmées, facilite les choses. Leur volonté à eux, et en fait ce décret d'application qui permet de filmer les audiences, c'est pour permettre de faire œuvre de pédagogie en fait. C'est pour expliquer comment travaille la justice. Voilà, on était 5 ans après MeToo, quand France Télévisions a souhaité réfléchir à ce film-là, et 5 ans après la naissance de MeToo, s'interroger sur qu'est-ce que ça a fait bouger en fait. C'est un film qui, je pense, à la fois peut attraper dans une immersion et embarquer dans une histoire, et en même temps, il y a un aspect service public important aussi que revêt ce film par l'éducation des jeunes. On parle aussi justement de pornographie, d'alcool, de beaucoup de thématiques qui finalement concernent pas mal de jeunes, de parents de jeunes. Au travers d'une histoire de 2 jours, dans un lieu unique, on aborde tout ça. Justement, ce lieu unique, c'est un tribunal. Poser sa caméra juste devant l'avocate lorsqu'elle fait sa plaidoirie, ce n'est pas une option. Marie Bonomé et son équipe ont dû s'adapter. On signe une charte, une convention avec le ministère de la Justice. Voilà, c'est à prendre en compte. Par exemple, il y a l'obligation d'avoir des points fixes. Les caméras sont sur des points fixes, on ne peut pas se déplacer, ce qui est vraiment tout à fait envisageable dans le cadre d'un procès, de trouver les axes qui permettent de construire un montage sans problème. Donc ça, il n'y avait pas de nécessité, nous, à bouger du tout. Et il y a dans les grandes obligations un visionnage avant diffusion, qui est plus pour des notions juridiques et de protection aussi de l'anonymat. Nous, on a montré le film au ministère de la Justice, qui ne nous a pas fait changer une virgule, rien, pas un plan. Donc il y a vraiment eu aucune intervention de leur part sur le fond, sur la manière de traiter, de filmer,
Ça a été vraiment, c'est juste, est-ce qu'il n'y a pas d'erreurs qui peuvent être dites sur le fonctionnement de la justice. Évidemment, filmer un procès comme ça, c'est extrêmement touchant, c'est extrêmement perturbant, c'est bouleversant parce qu'on est au plus près pendant 2 jours. Nous aussi, on est en immersion totale, hein, donc ça laisse pas indifférent d'assister à ça pendant 2 jours. Ça paraît 2 jours, ça paraît court 2 jours, mais en fait, c'est vraiment, il y a ces grosses journées et on est complètement plongé dans cette soirée. Après le tournage, vient le temps du montage. La question qui se pose maintenant, c'est comment restituer 24 heures d'audience en 1 heure de documentaire. C'était compliqué pour plein de choses. C'était compliqué parce qu'en fait, on a voulu respecter quand même l'ordre, enfin le fonctionnement, les grandes étapes classiques d'un procès. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. On peut pas, voilà, il y a les plaidoiries à la fin, il y a le réquisitoire à la fin, il y a la présentation au départ. Après, à l'intérieur, voilà, c'est quelle souplesse on a, quelle marge de manœuvre on a. Donc là, j'ai échangé avec la présidente du tribunal, de la cour criminelle, pour voir ce qui était possible de faire ou pas, est-ce qui respectait quand même le fonctionnement de la justice. Oui, on a changé des choses. On a plusieurs témoins qui racontent la même soirée, voilà, 3, 4, 5, 6, 10 fois la même soirée, sauf qu'il y aura à chaque fois des détails, des choses un peu différentes qui vont varier, qui vont aider les magistrats à commencer à construire leurs convictions, leur opinion. Donc, et voilà, l'autre problème, c'était donc respecter la chronologie et les grandes étapes, mais en même temps s'autoriser quelques petites accélérations pour rythmer un peu, pour faire un film. Et par ailleurs, pas faire trop de raccourcis non plus. Ça fait partie des questions qu'on s'est posées quand on a monté, quoi. Comment on raconte, comment on répète pas toujours la même chose, comment on n'enlève pas trop de détails, comment on respire de temps en temps. Bon, ça c'était servi assez facilement par les suspensions d'audience. Est-ce qu'on joue un jour 1, un jour 2 ? On a tout joué en fait de manière assez... On a respecté quand même des repères temporels, journée 1, journée 2, suspension d'audience. C'est important aussi dans un procès, ça. Ça veut dire qu'il y a une nuit qui est passée et on voit bien la différence entre les 2 jours, quoi. Revenons à notre questionnement du début. Comment la justice française s'est adaptée après la vague MeToo ? J'ai pu mesurer que la justice avait évolué, même si j'ai pas filmé un procès avant MeToo et un procès après MeToo. Mais on voit bien que les notions c'est ce qui est dit dans le film, c'est qu'il y a des notions psychologiques et des expertises psychologiques qui sont menées et qui ont leur place maintenant les experts viennent à la barre, expliquer ce que c'est la sidération, ce que c'est la dissociation, ce que c'est le stress post-traumatique. Tout doucement, ça évolue. Et maintenant... si on dit elle était tétanisée, elle était sidérée, elle était dissociée, et son corps et son esprit étaient dissociés, je pense que c'est vraiment des termes qui deviennent, en tout cas, acceptés par la plupart, en tout cas dans le milieu judiciaire. Il y a quand même une évolution à ce niveau-là. Et la présidente, comme l'avocate de la partie civile, disent dans le film que ce procès n'aurait probablement pas eu lieu avant MeToo. Donc 6 ans avant, cette affaire, elle aurait été classée sans suite. La présidente dit exactement ça, c'est-à-dire ça aurait été une soirée entre jeunes qui a un peu dérapé à cause de l'alcool, et puis on se serait arrêté là. Donc oui, il y a une évolution de la vie même des magistrats et des avocates qui travaillent sur ces dossiers quotidiennement. Donc c'est surtout eux qui le disent et qui ont l'air convaincus de ça. Et je pense que MeToo, ça a quand même changé énormément de choses à ce niveau-là. Après, il y a encore des disparités en fonction des juridictions. Si le public du FIPADOC a pu voir le film Viol, défi de justice en janvier, vous pourrez le regarder sur France 2 lors de l'émission Infrarouge dans les prochains mois. Un podcast réalisé par Ilona Gatlin et Yann Besson pour les Muses de Paris. Les Muses de Paris.